Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous recevoir à travers les médias leaders Truy TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adams Kaledo-Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors pour plusieurs leaders de partis politiques, la réconciliation nationale est un point de non-retour, une vision défendue et partagée par le Faso Autrement, un parti de l'opposition politique et également membre fondateur de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER. Son président Ablassé Ouedraogo est notre convoqué du jour. Ouedraogo, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Khaled, bonjour Vaha et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers la radio et la télé et qui nous regardent sur Truy TV. D'accord. Alors nous allons parler de réconciliation nationale et votre part de vérité sur la question, mais ça sera après cette première fenêtre. Et pour cette première partie, nous donnons la parole au juge Vaha. Oui, merci président. Et moi je vais m'intéresser à ce qu'a eu à donner et partager donc la BAD sur ce qu'on aura comme croissance économique pour 2021. Donc on est un peu dans des prévisions. Et la BAD s'est tablée sur les 10 pays qui connaîtraient donc les plus fortes croissances économiques. Je sais qu'on a quelqu'un qui est très intéressé du sujet. Je sais que très probablement on va aussi en parler lors de l'échange. Fonctionnaire de la BAD. Évidemment. Et la BAD nous fait comprendre que c'est vrai que l'année passée il y a eu une contraction de notre économie. On sait, c'est la maladie à coronavirus de 2,1% et la croissance moyenne du continent sera de 3,4%. Ce qui moi m'intéresse, c'est que dans le top 10 des économies dont la performance sera très intéressante à regarder, vous regardez, il y a la Libye qui aura un taux de croissance de 37, plus de 37%. Ça c'est ahurissant, mais c'est dû au fait aussi de la réalité libyenne. Et on sait aussi le coût du pétrole qui est en train de grimper et la façon dont on tente de trouver des solutions à la crise libyenne. Bon, peut-être c'est sur cela qu'ils ont tablé et voir donc que les choses pourraient changer de façon si positive. Mais après on a quoi? 2 Djibouti, 3 Botswana, 4 Maurice, 5 Niger, 6 Côte d'Ivoire, 7 l'Érythrée, la Guinée avec 5,6% et puis le Burkina qui est 9e avec 5,1% et puis le Sénégal qui vient et qui ferme la boucle pour ce qui est des 10 économies qui seront sûrement les plus performantes en termes de taux de croissance, et le Sénégal qui boucle avec 5,1% comme le Burkina Faso. Donc on va dire qu'il y a de belles perspectives selon la BAD pour ce qui est du Burkina et donc des autres pays qui ont été cités. Mais tout de même, il y a un gros besoin qui est estimé selon la banque, c'est que le gouvernement africain a besoin d'un financement brut supplémentaire d'environ 154 milliards de dollars US en 2020 et 2021 pour répondre à la crise engendrée par la pandémie à coronavirus. Donc il y a aussi des efforts à faire et c'est ce que je veux partager. Le fait qu'on ait le Burkina qui soit dans ce top 10, c'est déjà intéressant, mais le tout n'est pas seulement, parce que c'est des perspectives, ce n'est pas seulement ce que vous dégagez comme promesse au regard d'un certain nombre d'éléments, mais les efforts qui seront effectivement faits pour qu'on ait ce taux-là qui soit au rendez-vous et sûrement que cela puisse impacter les populations. D'accord, merci pour ces clés de lecture. Alors nous allons nous intéresser au sujet enrôlé pour cette convocation. Je l'ai dit, nous allons parler de réconciliation nationale et nous aurons la lecture de Ablassé Ouedraogo. Il est le président du parti Le Faso Autrement. Vous êtes également un membre de la CODER. Première question de généralité, Geoffroy le rappelait tantôt, vous êtes un homme politique, vous êtes également économiste, on se rappelle, vous êtes ancien fonctionnaire de la BAD, vous avez également occupé le poste de secrétaire général adjoint de l'OMC. Que vous inspire les dernières hausses de prix des hydrocarbures et du gaz au Burkina Faso? Je voudrais féliciter Vaha pour la synthèse qu'il a faite par rapport aux perspectives. Mais ce ne sont que des perspectives. Parce que la croissance dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la stabilité, la sécurité, pour que la stabilité aussi, pour que la paix, pour que les investisseurs puissent venir donc investir dans le pays et faire donc ce qu'on appelle du développement. Si je reviens à la question sur la hausse des carburants, c'est de 10 francs CFA à la pompe
depuis hier, 23 mars, je voudrais simplement rappeler deux choses. Et revenir sur ce qui est la préoccupation des Burkinabés, à savoir l'augmentation du prix du gaz butane. Pendant la révolution, sous Sankara, il y avait ce qu'on appelait les trois luttes. La lutte contre la divagation des animaux, la lutte contre la coupe abusive du bois et la lutte contre les feux de brousse. Et c'est à cette occasion justement, pour décourager la désertification, pour décourager la sécheresse, que les autorités d'alors ont pris donc sur eux la responsabilité d'encourager les peuples burkinabés à la consommation de gaz. Maintenant, on est dans une situation où, depuis hier, les 12,5 kg, la bouteille de 12,5 kg connaît une augmentation de 500 francs. 500 francs, c'est assez énorme. Et je reviendrai sur le contexte pour dire que le moment est mal choisi. Et à la limite même, on peut dire que dans cette décision du gouvernement, il y a comme un cynisme. Mais je reviendrai dessus. Donc, il y a la politique qui était en cours. Maintenant, si on décide de décourager la consommation de gaz en augmentant le prix, il faudrait que le ministre de l'Environnement vienne nous expliquer s'il y a une modification dans la ligne politique du gouvernement par rapport à la protection de l'environnement, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu de changement profond. Si vous prenez par exemple un pays comme le Niger, au Niger, la bouteille de 12,5 kg coûte 3 750 francs. 3 750. La bouteille de 6 kg, c'est 1800. Ici, c'est 5 500 et 2000. Mais pour ceux qui ont pris la décision, ils pensent que c'est la frange de la population qui consomme les bouteilles de 12 kg 500, c'est cette frange-là qui est frappée. Non. Vous savez, tout le monde va se déporter des bouteilles de 12,5 kg pour aller chercher son bonheur dans la série des bouteilles de 6 kg. Qu'est-ce qui va se passer? Très vite, nous allons connaître des pénuries et très vite, nous allons connaître des augmentations. Aujourd'hui même, pour la bouteille de 6 kg, qui est officiellement, le prix est officiellement fixé à 2000 francs, si vous allez le chercher au quartier, c'est 2500 ou 3000. Ça veut dire que nous allons vers une situation qui n'était pas nécessaire. Alors que les 500 là, le gouvernement aurait pu faire ce qu'on appelle de la subvention. Et ce qui est drôle dans cette situation que nous vivons depuis hier, c'est qu'il n'y a pas eu d'explication du gouvernement. Le communiqué est tombé comme ça, tout va bien, bonjour madame. Alors, il faut dire donc que par rapport à la hausse là, et il ne faut pas être allé à l'école pour comprendre que si vous augmentez le prix de l'essence, du gasoil, le transport va connaître des soubresauts. Il y aura un effet boule de neige. Un effet boule de neige, donc ça veut dire que tous les produits vont connaître des hausses. Hier, je suis allé pour préparer cette mission au marché de Parlaïri. Qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Le prix du haricot, on le vend par plat. Et les 40 plats coûtent 50 000 francs. Et ils nous ont dit que l'année dernière, à cette heure-ci, le prix était moindre que ça. Vous prenez le maïs, le sac de 5 kg est à 18 000 francs CFA. Vous prenez l'huile, il y a une augmentation de 1000 francs, que ce soit du Nord ou Savor. Ce sont des exemples que je montre pour dire que les mesures que le gouvernement a prises par rapport au changement des prix va nous entraîner dans une tourmente qui va compromettre les perspectives de croissance que la Banque africaine de développement est en train donc de dessiner. Je dis encore une fois que on dirait qu'il y a du cynisme dans l'attitude du gouvernement, tout simplement parce que nous sommes dans une situation où l'insécurité a plombé notre économie. Et tout le monde est d'accord que nous sommes impuissants devant l'insécurité croissante. La pandémie est venue depuis 1 an.
mois de mars 2020. Ça a contribué à désarticuler notre économie. Rappelons-nous que l'année dernière, le gouvernement même a dû prendre des mesures sociales pour accompagner les populations. Aujourd'hui, que la situation ne s'est guère améliorée, on prend des mesures pour augmenter le prix des carburants, donc pour amener une inflation. J'allais dire, un homme politique, que le gouvernement là se comporte comme un ingrat parce que la population les a votés parce qu'ils espéraient du bon travail. Et aujourd'hui, en récompense, on est en train de les punir. Ce n'est pas normal, ça relève même du cynisme. D'accord. Merci pour cette lecture-là. Juge Ouaha, nous sommes dans les généralités. Peut-être une question pour notre invité avant qu'on ne revienne au sujet enrôlé pour cette convocation. Oui, bon, peut-être qu'on est dans un sujet qui est pour moi très intéressant parce que la majeure partie des Burkinabés sont préoccupés par ce qui va arriver. On sait qu'une hausse du carburant de 10 francs, tout le monde sait ce que cela a comme impact sur le niveau des prix un peu partout. Il y a une hausse plus que proportionnelle. Vous allez voir même les compagnies de transport, comment est-ce que l'impact se fera sur un certain nombre d'éléments. Ça, c'est une réalité. Maintenant, moi, je pose aussi, je retourne la question au puriste de l'économie qu'il est, c'est que tout le monde s'accorde aussi à dire que le coût du baril au niveau international, ces derniers temps, n'avait jamais atteint un pic pareil. Je pense que depuis 2 ans, on est maintenant en train de frôler les 70 dollars le baril. Et quand on écoute par exemple certains monstres de la perspective sur le coût du baril, ils disent que pour les mois de avril, juin, juillet, on risque d'aller jusqu'à près de 80 dollars le baril. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec la maladie à coronavirus. On sait aussi ce que l'Arabie Saoudite a décidé en termes de moyens mis pour juguler sa production. On sait comment aussi avec la gestion du Covid, les économies sont fortement en train de demander ce temps noir-là. Et on sait aussi que les stocks de pétrole, pour la plupart, pendant la période de Covid-19, ont été des plus usités. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là où il y a une demande très forte et rien n'indique que le coût du baril va descendre encore. Donc pour beaucoup, ce qu'il faut craindre, c'est même la suite. Aujourd'hui, on a mis 10 francs. Quand on va arriver à 80 dollars le baril, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est que l'État supporte en quoi faisant? Peut-être donnez-nous les clés possibles en fait pour éviter qu'on en arrive à la hausse qu'on a aujourd'hui. Vous savez, vous êtes très aimable avec le gouvernement. Vous vous mettez à la place du gouvernement pour justifier l'augmentation de 10%. Le communiqué du ministre du Commerce dit les prix à la pompe sont augmentés pour compter du 23 mars. Personne ne vous a dit qu'il y a eu une hausse du baril à l'international. Il faut être malhonnête pour ne pas le dire. Non, c'est pas. Non, mais qu'ils expliquent les raisons qui les amènent à prendre cette attitude. Je vais revenir. J'ai fait une étude avant de venir. C'est bien. Le 9 novembre 2018, c'est là où le Burkina Faso a connu une hausse, j'allais dire, extraordinaire du prix du carburant. 75 francs à la pompe. Si je reviens, il y a eu toute une série entre 2018 et maintenant là, il y a eu des va-et-vient sur l'évolution des prix de l'essence à la pompe, du gasoil à la pompe. Le 19 novembre 2020, ça c'est encore hier, on a connu une baisse de 10 francs. Aujourd'hui, 23 mars, entre novembre et mars, c'est combien de mois? 4 mois. La baisse là de 10 francs est aujourd'hui reprise. Vous avez raison de vous inquiéter, mais je dis encore une fois, gouverner c'est prévoir. Et pour un pays enclavé comme le Burkina Faso, qui connaît des difficultés au niveau de l'existence de sa population, trouver les moyens pour assurer à la population une vie décente, c'est la première responsabilité du gouvernement. Et je dis 10 francs, on peut le passer sur les subventions de l'État pour améliorer le social. Moi, je vous parle, je suis un homme politique. Mais attendez,
Je crois que la Ligue des consommateurs du Burkina a fait une réaction dans une conférence de presse hier, oui, où la Ligue rejette et demande au gouvernement de revenir en arrière. On n'a pas encore eu le son de cloche du monde syndical. L'opposition ne s'est pas encore concertée pour prendre une position. Je vous dis, le Burkina Faso, malheureusement, est dans une situation où son économie est plombée. Et quand on compare avec tout l'argent que les gens qui ont gagné les élections là ont déversé pendant les élections, et que 2 mois après, on est obligé d'augmenter les prix pour dire que l'économie ne peut pas tenir, il y a quand même quelque chose d'incongru sur la place. D'accord, peut-être une petite réaction. Je me permets un petit commentaire. Je ne défends pas l'État, ça au moins c'est clair. Mais ce que je dis, c'est que ce ne serait pas honnête de parler de la fluctuation du baril au niveau international. Mais j'espère, parce que ceux qui nous écoutent, il faudrait qu'ils prennent rendez-vous, parce qu'on aura les techniciens du ministère face à nous dans quelques jours. Quand on regarde aussi, il faut dire que il y a beaucoup à redire. Vous prenez à la l'année passée, le prix du baril, il n'avait jamais chuté autant. Mais est-ce que nous, Burkinabés, puisqu'ils disent qu'ils font des ajustements par rapport, est-ce qu'on a senti clairement des baisses significatives? Donc, ça veut dire que pendant ce temps, puisque les prix ne sont pas descendus de façon significative, ils ont eu le temps aussi de pouvoir, je vais dire, amasser. Pour que, si on a un contre-coup, il y ait une subvention possible. Ça, au moins, c'est le minimum. On sait que depuis l'année passée, ça a commencé à monter. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait, on devrait voir venir. Et puis, je pense que ce que notre invité nous dit ce matin est très intéressant. Ce n'est pas seulement augmenter pour augmenter, c'est quel est l'impact que cela aura. Parce que c'est ça aussi le problème à la fin. Et puis pour la question du gaz butane, les 500 francs, bon, on attend. Dans tous les cas, ceux qui nous regardent et ceux qui nous entendent, j'espère qu'ils prendront ce rendez-vous là, parce que dans quelques jours, on va les recevoir et je pense qu'ils pourront nous donner des explications. Merci pour ce commentaire là, vous faites bien de le rappeler. C'est vrai que nous aurons les techniciens de la commission interministérielle qui fixe les prix. Donc nous aurons des clés de lecture et justement les raisons de cet ajustement là. Mais nous allons revenir à notre invité avec sa casquette d'homme politique. C'est d'ailleurs à ce titre là que vous êtes convoqué sur ce plateau au tribunal de l'actualité. Quand on parle de réconciliation nationale, les faits et gestes du ministre Zéphirin Diabré sont scrutés. Hier, il a reçu une délégation d'anciens membres du gouvernement du président Blaise Compaoré. Alors, pour beaucoup, c'est un grand pas de franchi. Quelle est votre lecture là-dessus, Ablassy Ouedraogo? Vous savez, l'invité ou l'accusé qui est devant vous a de profondes raisons d'être un homme heureux, un homme comblé, quand il s'agit de parler de la réconciliation nationale. Souvenez-vous que quand nous mettions en place avec d'autres partis la CODER, Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, et c'était le 16 octobre 2016, nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Il nous a insultés, il nous a menacés. Il y en a même qui sont allés au cimetière de Gourmet, le fustiger. Et j'ai dû leur dire, et je répète ça ici, que ceux qui vont déranger les âmes qui se reposent dans un cimetière, si c'est selon notre culture, là, la culture africaine et en tout cas Mouara, ceux qui sont couchés dans le cimetière là vont les attraper. Parce que ce n'est pas un lieu pour aller faire la politique, ce n'est pas un lieu pour aller faire du vacarme, parce que les gens se reposent. Et je pense que cette intervention a aidé à clarifier beaucoup de choses. Du travail a été fait. Et c'est grâce à ce travail-là que nous avons remis le 13 février 2018. C'était un mardi à 16h à Kossiam. Au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le fruit du travail de la CODER, ce qu'on a intitulé le mémorandum pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. Et j'aime autant vous dire que jusqu'à ce qu'on atteigne la période de la campagne électorale, c'était pas encore gagné.
Et ce n'est que avec la campagne électorale, le contexte obligeant, que le président Kaboré a compris et accepté que le Burkina Faso n'avait pas d'autre alternative que d'aller à la réconciliation nationale. Donc moi qui vous parle là, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et mieux, le gouvernement a compris que la réconciliation était la priorité. Le thème pour la célébration du 11 décembre 2021 à Zignaré, c'est réconciliation nationale, cohésion sociale, un devoir pour tous, quelque chose globalement. Ça veut dire que tout le monde est conscient maintenant qu'il faut travailler pour la réconciliation nationale. Et c'est dans cette dynamique que le président Kaboré a créé un ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Et il a même nommé un ministre d'État auprès de lui. Mais je vais vous donner mon analyse de la situation. Le président Kaboré a promis à Zignaré dans son meeting qu'en 6 mois, les premiers 6 mois de 2021, la réconciliation nationale, il l'a bouclée. Aujourd'hui, 3 mois se sont écoulés et nous ne voyons rien venir. Ce qui est inquiétant, c'est quand le ministre d'État, celui qui est l'homme orchestre pour la réconciliation nationale, dit sur un média voisin, Savane Média, dans l'émission 100 minutes pour comprendre, et il l'a dit à Moré, et je comprends bien le Moré, que le véritable ministre de la réconciliation nationale, c'est le président Kaboré, et que lui, il était là pour exécuter ce que le président Kaboré lui demandait de faire. Si vous décryptez ce qui est dit derrière ça, ça veut dire que Diablé est comme un robot. Quand il plaît au président Kaboré, il appuie sur un bouton, le monsieur se lève, il exécute et puis il vient s'asseoir. Tout ça pour dire quoi? Si le président Kaboré aime vraiment le Burkina Faso, s'il veut vraiment réconcilier les Burkinabés entre eux, s'il veut permettre au Burkina Faso de se réconcilier avec lui-même, qu'il accepte de continuer à s'assumer. C'est-à-dire que pour lui, la réconciliation nationale est devenue quelque chose de fondamental, quelque chose de prioritaire. Donc, qu'il accepte de convoquer sine die le forum, il l'a même dit dans son programme, le forum national sur la réconciliation nationale. C'est dans ce forum que tous les Burkinabés assis ensemble vont déterminer la feuille de route qui va nous amener à la réalisation de la réconciliation nationale. Et j'ai dit ici 2 choses. La réconciliation nationale telle que la CODER l'a conçue met la justice au cœur du processus. D'accord, nous allons y revenir. On va y revenir. Mais c'est la justice transitionnelle que nous préconisons qui peut être complétée par la justice classique. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que la réconciliation nationale n'est pas l'affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est l'affaire de tous les Burkinabés ensemble. C'est pour cela qu'il est important que les uns et les autres comprennent et acceptent que nos frères, nos sœurs qui vivent à l'extérieur par contrainte parce qu'ils sont en exil, qu'ils doivent être assis dans ce forum. Et pour le faire, l'État a toute une panoplie de mécanismes. On peut utiliser le système d'amnistie partielle. C'est-à-dire que si on veut faire venir Ablassé Ouedraogo qui vit au Ghana, on dit bon, voilà ce qu'on lui reproche. On lui donne l'amnistie pour couvrir donc son voyage et sa participation en toute liberté au processus. On verra comment le processus de la réconciliation va se dérouler et on verra au final qu'est-ce qui aura été décidé. Mais on ne peut pas faire de la réconciliation si on laisse des Burkinabés au bord de la route. D'accord. Nous allons également revenir sur la question des exilés politiques. Peut-être, juge Vara, une réaction? Oui, réaction et question à la fin. Monsieur Ablassé, quand on vous écoute, vous avez un problème avec Zéphirine Diablé? Absolument pas. Alors, je l'ai même félicité. Mais je ne comprends pas quelque chose. Allez-y. Vous de la CODER, vous avez, la dernière fois lors de votre sortie, dit que la question de la réconciliation nationale, c'est le président qui devrait même se l'approprier.
C'est lui qui décide, c'est lui le père de la nation. Maintenant, vous dites que Zéphirin, reconnaissant que c'est le président qui chapeaute l'affaire, ça fait de lui un robot. C'est ce que vous-même vous appelez. Ce que vous-même vous appelez. Je caricature. C'est ça qui est fait. Et en même temps, vous traitez l'autre de robot. C'est pas gentil. C'est très gentil. Mais la caricature n'est pas gentille. Écoutez, pourquoi? Mais il dit que c'est ce que le président Kaboré veut que lui fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monsieur qui est assis. Et on lui dit va faire... Non, je pense qu'à ce niveau de responsabilité, il ne faut pas jeter la responsabilité à celui qui vous a nommé. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire que si la réconciliation aboutit, c'est bon. Si ça n'aboutit pas, je ne suis pas responsable. Et j'ai dit une chose ici. Nous nous connaissons tous dans ce pays-là. L'attelage Roch Zéphirin pour la réalisation de la réconciliation nationale dans les 3 mois qui restent là, je ne vois pas ça se réaliser. C'est quel attelage vous voyez, vous? C'est Roch Ouedraogo, vous? Roch ne m'a pas nommé. Il sait pourquoi il ne m'a pas nommé. Ablacé ne s'en plaint pas. Moi, je dors très bien. Ce que je demande, c'est que la réconciliation aboutisse pour le bonheur de tous les Burkinabés. Mais c'est quoi le problème avec Zéphirin alors? C'est vous qui trouvez que moi j'ai un problème. Moi, j'en ai pas. Vous dites, Roch, Zéphirin, vous n'y croyez pas trop? Oui, parce qu'il n'avance pas. Ça fait 3 mois qu'on piétine. Les gens qui reçoivent là, on les a écoutés. On ne va pas passer toute la vie à écouter les mêmes personnes. On ne va pas passer toute la vie à faire les mêmes voyages. C'est du gaspillage d'énergie, c'est du gaspillage d'argent. Donc à vous écouter, on navigue à vue. On navigue à vue. On n'avance pas. Tout le monde dit nous voulons la réconciliation. On sait comment il faut faire. Il faut réunir tous les Burkinabés autour de la table pour faire ce forum qui est inclusif, qui doit être ouvert et qui doit être sincère. Mais vous dites il faut trouver des moyens de sorte à ce que tous ceux qui sont dehors puissent rentrer et qu'on puisse faire ce forum-là avec eux ici. Tout à fait. Mais en même temps, la question de réconciliation, ça prend en compte comment on appelle ça, à élaguer les dossiers qui les concernent. Ce que vous voulez, c'est qu'on assure un canevas de retour juste pour un forum. Il y a des victimes, hein, il y a des parents de victimes qui attendent pour plusieurs raisons. Crime de sang, il y a crime économique, il y a plein de choses qui attendent. Vous dites... Vous savez... Non, je finis. Vous dites... Trouvons des mesures d'arrangement. Est-ce que vous pensez à ces parents de victimes-là? Je vais vous dire une chose. Le Burkina Faso, là, ce n'est pas seulement quelques individus. Nous sommes 25 millions. On ne va pas bloquer la vie de 25 millions à cause d'une dizaine de personnes. Chaque pays a une histoire. Et malheureusement, l'histoire permet d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, le Burkina Faso a un problème. C'est comment réaliser sa réconciliation nationale. Plusieurs pays ont fait face au même problème, ils ont trouvé des solutions. Vous pensez que les Burkinabés ne sont pas aussi intelligents pour trouver des solutions à leurs problèmes? Mais la plupart ce que vous êtes en train de citer là, je pense que Zéphirin Diabré a stratifié les problèmes qu'on a concernant la réconciliation. Il a fait 5 grands points. Le premier point, c'est la politique. C'est avec vous qu'il y a beaucoup de bruit. Quand on parle de retour, je ne pense pas que la plupart des Burkinabés qui sont sortis là, ils ont un problème pour entrer. Hein? Ah non. Son diagnostic, je ne le conteste pas. Mais moi, je dis, on a tellement perdu du temps sur cette opération-là qu'il faut maintenant avancer. C'est pas Diabré qui va amener la feuille de route pour tout le monde. C'est tout le monde ensemble qui va décider de la feuille de route qui va conduire à la réconciliation nationale. J'ai dit, et écoutez-moi bien, la réconciliation nationale n'est pas l'affaire d'un individu ou l'affaire d'un groupe d'individus. C'est l'affaire de tous les Burkinabés assis ensemble. C'est pour cela que personne ne doit être laissé de côté. Nos ancêtres disaient, il ne faut jamais enterrer un cadavre et laisser les pieds dehors. Donc ne faisons pas ce travail. D'accord. Vous estimez que la justice doit avoir une place importante dans cette réconciliation nationale, mais vous parlez de justice transitionnelle. Oui. Cela a été longtemps expliqué. On a reçu sur ce plateau Maître Herman Yambouyo qui est revenu là-dessus. Vous estimez que c'est ce qu'il faut pour aller à la réconciliation nationale, mais finalement c'est quoi le problème? C'est votre explication qui ne convainc pas, ou bien c'est ceux qui reçoivent le message qui ont véritablement un problème? Peut-être que nous péchons de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sensibiliser, à expliquer. Mais ce matin, vous nous donnez un
une opportunité. C'est très simple à comprendre. Vous savez, si vous prenez les êtres humains, comme on dit, on n'est pas parfait. À Morée, on dit on est 9, mais on n'est pas 10. Et là où il y a la vie, c'est-à-dire que là où il y a interaction d'êtres humains, on peut s'entendre. Mais il arrive des moments où il n'y a pas d'entente, il y a des mésententes, il y a des conflits. Le problème qui se pose à la communauté, à la société, c'est comment faire pour retourner à la situation d'entente. Et c'est ça la réconciliation. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, et ce sont nos ancêtres qui disent, quand vous avez connu votre père, ça veut dire que vous avez connu votre ancêtre qui a connu son ancêtre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ceux par qui nous sommes aujourd'hui sur Terre en train d'agir, si on se réfère à ce qu'ils faisaient pour résoudre un tant soit peu leurs problèmes conflictuels, on enlève la façon d'opérer et on ajoute à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous ne trouvions pas la solution juste à nos problèmes. Donc nous disons, la justice transitionnelle a l'avantage d'amener la vérité parce que les gens vont se parler, vont s'écouter. La vérité va jaillir. La justice transitionnelle va donner justice à tout le monde parce que il y aura une entente, il y aura une concordance de point de vue. Donc, ça permet aussi de ne pas répéter parce que dans la justice transitionnelle, l'apaisement de cœur est certain. Et dans la justice transitionnelle, contrairement à la justice classique, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est, enfin, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Alors que dans la justice classique, c'est instruire et puis donner le verdict. Il y a toujours un camp qui est gagnant et l'autre perdant. Donc, il n'y a pas d'apaisement de cœur. Il n'y a pas de réparation comme ça. Donc, ça veut dire que le problème, on le projette sur le temps. Alors qu'avec la justice transitionnelle, de par le fait qu'on s'asseye, qu'on se parle, et puis, dans la justice traditionnelle, il faut accepter que chaque ethnie, chaque zone, chaque région a sa façon de résoudre ses problèmes. C'est ce qu'on demande de prendre en compte. C'est-à-dire que si nous arrivons à régler les problèmes, les cœurs apaisés, les uns et les autres acceptent de reprendre la vie normale, nous allons réussir. Mais avec la justice classique qui est coûteuse, qui prend du temps, les dossiers, si on doit les prendre un à un, on en a pour 2000 ans. Le Burkina Faso n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un tournant de notre histoire. Allons-y vite. Faisons la réconciliation là avec tout le monde. D'accord. Juge Va. C'est vrai, dit allons vite, mais on sait que les questions de réconciliation sont des questions à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'il s'agit de sentiments, il s'agit de beaucoup de choses qui dans l'histoire ont été traînées et qui restent encore dans le vécu et qui s'expriment par moments, pas de la meilleure des façons, et c'est bien pour cela qu'on veut très bien que ce qu'on a vécu ne revienne pas. Donc aller vite c'est vrai, mais il faut aller sûrement. Moi je pose la question, toujours sur la question de justice traditionnelle, on a l'impression que ceux qui le prêchent ici ne veulent pas forcément entendre parler de justice classique, alors que même la justice traditionnelle prend en compte la démarche qui inclut la justice et celle la démarche non judiciaire. C'est les deux en fait, c'est une conjugaison des deux. Ce n'est pas une exclusion complémentarité des deux. On a l'impression que lorsqu'on les écoute très souvent, c'est comme s'il y a une exclusion de la justice classique. Non. Je vais vous rassurer. Peut-être que l'impression qui est donnée quand vous écoutez les uns et les autres, c'est tout simplement parce que la justice transitionnelle vous donne le droit à la justice. La justice transitionnelle vous donne le droit à la vérité. La justice transitionnelle vous donne droit aux réparations. Et la justice transitionnelle vous donne la garantie de la non-répétition. Les cœurs sont apaisés. J'ai dit et je répète, la justice classique n'est pas exclue. Okay. Mais ce n'est pas la base que nous allons utiliser pour vider les contentieux. Nous allons regarder ce que notre culture nous donne. Prenons les forgerons. Il y a un cas
le chef de village se prononce et donne le verdict. S'il y a des têtus qui ne veulent pas accepter le verdict, là, les forgerons peuvent venir avec leur forge là, poser ça devant vous et vous ne bougez plus. Ça, c'est dans la culture des Mossé. Et on règle le problème comme ça. Ou quand un jugement est prononcé par un chef de village ou par un chef de canton, même s'il donne raison à l'un des protagonistes, il va dire aux deux, telle personne a eu raison, mais je veux que vous deux là, vous vous entendiez ici avant de vous lever. C'est ça la justice transitionnelle. L'utilisation de ce qui est bon dans la tradition pour régler nos problèmes. En fait, c'est travailler à préparer l'avenir. Donc, soyez rassurés, M. Vaha, nous disons que la justice moderne, la justice classique, qui n'a rien à voir avec notre culture d'Africain, notre culture de Moira, cette justice-là ne peut pas résoudre nos problèmes de façon totale. Allons à la justice transitionnelle et on fera appel en cas de besoin, en complément, la justice classique pour essayer de tous les ordres. Mais je dis encore une fois, soyons responsables, comportons-nous en responsables. Le dénominateur commun qui nous réunit, c'est ce qu'on appelle le Burkina Faso. D'accord. Alors, vous estimez que tous les Burkinabés doivent ensemble se donner la main pour aller vers la réconciliation nationale. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe, voilà, d'un individu. Non. Alors, sur la scène politique, beaucoup de leaders ont justifié leur affiliation à la majorité présidentielle du fait de donner une chance à la réconciliation nationale. Aujourd'hui, vous avez choisi de rester à l'opposition. Est-ce que c'est le même argument qui est utilisé? Non, ce n'est pas un argument qui tient la route. C'est pas parce qu'on est à la majorité qu'on travaille pour la réconciliation. Moi qui ai adhéré à l'opposition politique, j'ai travaillé plus que certains qui sont dans la majorité pour l'aboutissement donc du processus de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Il faut d'ailleurs, quand on parle de réconciliation nationale, il faut qu'on accepte qu'il n'y a plus de distinction. Tout le monde, j'ai dit, c'est le dénominateur commun là, de Burkina Faso. Nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes tous des patriotes. Ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir de notre pays. C'est ça qui est essentiel. Alors si on revient, non, ça c'est pas un argument. C'est quelque chose seulement qui est dit pour pouvoir justifier un positionnement. Mais ceux qui disent ça là, qu'ils comprennent que dans l'opposition là, il y a des Burkinabés, il y a des patriotes burkinabés. Quelles sont les vraies raisons de ce repositionnement politique? Non, chacun est libre. Chacun va là où il croit. Ou là où le soleil brille. Voilà, c'est aussi une question d'intérêt selon beaucoup. Le contexte actuel du Burkina Faso, la gouvernance actuelle du Burkina Faso, là où le pays est arrivé depuis les 5 dernières années, ça me condamne à aller à l'opposition. Et c'est pas parce que je suis de l'opposition que je fais moins bien que ceux qui sont à la majorité. C'est pour cela que nous nous disons, il faut que les Burkinabés comprennent que le Burkina Faso est une république, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, dans une république, il faut un contre-pouvoir. Et le meilleur contre-pouvoir dans le pays, c'est ce qu'on appelle l'opposition. C'est pour cela que nous sommes inscrits donc dans le cadre de concertation du CEFOP à l'opposition. Et nous disons que l'opposition qui va être menée pendant les 5 prochaines années là, doit être une opposition solidaire, républicaine, disciplinée, une opposition de patriotes prenant en compte l'intérêt général au-dessus de tout. Et je dis que ça ne va pas être une opposition complice ou une opposition de complaisance. Et je dis cela parce que durant les 5 dernières années là, quand Zéphirin Diabré était chef de l'opposition, en 5 ans, malgré toutes les difficultés que ce pays a connues, l'opposition n'a organisé que 2 manifestations. 2 manifestations
en avril 2017 et en septembre 2018. C'est trop peu. Par exemple, on est en train de parler des problèmes de hausse des prix des denrées. L'opposition doit se prononcer avec des propositions. Nous voulons être une opposition républicaine constructive, mais comme je dis, ce n'est pas parce qu'on est un petit nombre. Ça va être une opposition de qualité pour les 5 ans à venir. D'accord. Alors vous dites que vous n'avez pas de problème avec Zéphirin Diabré. Absolument pas. Vous estimez que la réconciliation, en tout cas la façon de conduire les choses, ça piétine. On se rappelle que vous avez remis un mémorandum au chef de l'État. Alors aujourd'hui, quelle est votre démarche aujourd'hui pour aller vers le ministre Zéphirin Diabré pour justement créer ce déclic-là? Non, c'est pas nous qui devons faire une démarche vers lui. Il a reçu le mémorandum, il est au courant du mémorandum. Quand il était CFOP, on a essayé de travailler ensemble pour avoir un seul mémorandum. Il n'a jamais écouté. Alors, je dis, et c'est vraiment avec un pincement au cœur, et le président Kaboré l'a dit, pour débloquer le processus de la réconciliation nationale que tout le monde accepte maintenant, vraiment je suis un homme comblé, tout le monde l'accepte maintenant, il faut convoquer immédiatement le Forum national. Et le Forum national, là, ça va rassembler des représentants de toutes les couches sociales du Burkina, de toutes les entités. Et c'est là-bas, ensemble, qu'on va décider de la route que nous allons suivre pour aller à la réalisation de la réconciliation nationale. C'est pas sorcier, c'est pas difficile à faire. Moi, je le dis ici aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que le président Kaboré ait la ferme volonté politique de faire la réconciliation nationale. Ah bon? C'est un calcul politique selon vous? Je pense que de ce que j'ai vu depuis son discours de Zignaré à aujourd'hui, les choses sont faites comme pour divertir les Burkinabés. Pourquoi vous dites cela? Quand vous regardez le programme de travail de M. Diabré, tous les jours il reçoit, même hier il a reçu les anciens ministres, dites-moi, est-ce que c'est de façon partielle que nous allons faire la réconciliation nationale? Non, ça doit être un problème qui se règle globalement. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'asseoir tout le monde. C'est pas sorcier, ça ne demande rien. Lisez Libre Info, l'interview de Alidou Ouedraogo de la CODEL. Il dit qu'en un mois, s'il y a la volonté, le problème est réglé. Mais écoutez, pourquoi est-ce que les gens s'entêtent à vouloir plonger le pays dans le chaos? Non, on n'a pas besoin de ça. Ne perdons pas le temps. D'accord, juste va. Oui, bon, quand on vous écoute, on a l'impression que bon, rien n'est fait, on ne fait que des rencontres et sur place. Voilà. Alors que moi, je reviens par exemple à l'une des sorties de Zéphirin Diabré, qui était attendue même pour comprendre un peu comment est-ce qu'on va aller à cette réconciliation. Je reviens à ce qu'il disait. Il y avait 5 catégories qu'il avait énumérées. La première catégorie était politique. Il avait parlé de la question des crimes de sang, en fait, tout ce qu'on a eu comme risque dans la question d'accession au pouvoir, les combats et tout. Il y a beaucoup de dossiers. Il a parlé de 145 dossiers de crimes de sang. C'est-à-dire que Norbert Zongo, Sankara, des choses comme ça. Dossiers emblématiques. 145 de crimes de sang. Et avec le Hachkroun, il y a en gros 106 dossiers d'atteinte à l'intégrité physique. Dites-moi, comment vous voyez la prise en compte de ces éléments forts-là, pour lesquels des victimes attendent, dans votre justice transitionnelle? Quand on sait que de la justice transitionnelle, on a vu comment ça s'est passé ailleurs, hein. Les gens viennent et disent c'est moi qui ai fait, je sais et je le regrette. Au Burkina, c'est pas pareil, hein. Pourquoi? La plupart des crimes, jusqu'à présent, c'est le coupable même qu'on cherche. Je vais vous dire une chose. Donc, je viens. Parce que la question de la réconciliation, la question du pardon, ça découle de l'acceptation, d'abord de la fixation des responsabilités, de l'acceptation, on pourra dire du bourreau ou de celui qui a fait ceci ou cela, de dire oui, je reconnais que je l'ai fait, c'était dans un contexte, je demande pardon. On l'a vu ailleurs.
Ici, j'ai l'impression qu'à chaque fois, et là on va revenir encore toujours sur la question de justice transitionnelle et celle classique, on a l'impression qu'on ne veut pas qu'on fixe des responsabilités. On ne veut pas qu'on ait le mot coupable. Parce que comment est-ce qu'on peut demander pardon tant qu'on n'a pas reconnu ce qu'on a fait, ou bien que votre culpabilité n'a pas été prouvée. Pour terminer, je continue mon argumentaire. On a vu récemment, je rappelle encore le cas malien avec Sanogo, le dossier des 21 bérets qu'on a retrouvé dans un trou. L'Assemblée nationale avait voté une loi qui permettait qu'on puisse arrêter certaines poursuites au nom de la réconciliation. C'est ce qui a été fait. Mais les parents des victimes ont dit quoi? Ils ont même accepté de l'argent. En tout cas, il y a eu des discussions. Ils disent on a toujours le cœur meurtri parce qu'on aurait préféré au moins que le procès arrive à son terme, que les culpabilités soient fixées, les responsabilités, et que maintenant on décide d'effacer. Parce que c'est cher aussi au cœur des victimes de savoir qui a fait quoi. Parce que c'est au nom de cela qu'on pardonne. J'ai l'impression qu'on veut nous dire que non, au nom de la réconciliation, oublions, laissons tomber, vous savez, on ne va jamais résoudre cela, ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas être possible. Il y a encore, je l'ai dit, c'est Zéphirine Diablé même qui. Il y a 145 cas de crimes de sang. Il y a 106 cas d'atteinte à l'intégrité physique. Dans la justice internationale que vous proposez, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous pensez que ça c'est énorme pour un pays? Mais c'est pas énorme. Mais là où on est allé, c'est pas énorme, ça peut se régler ça. Mais là où on est allé justement à la justice transitionnelle, la plupart des pays où on est allé à la justice transitionnelle, vous savez dans leur histoire ce qu'ils ont vécu. Non, je vous dis dans les proportions, on n'est même pas. Monsieur Vaha, j'ai dit ici, chaque culture a son format de justice. Chaque ethnie a son format de justice. Chaque région a son format de justice. C'est ce que nous demandons qu'on fasse. On prend un peu et puis on ajoute et on avance. Et je dis encore une fois, les dossiers emblématiques dont vous parlez là, mais vous pensez qu'on va passer tout le temps du Burkina Faso à ne parler que des dossiers emblématiques? Mais il faut bien sûr qu'un jour on l'appure. Il y en a qui se servent de ça comme un fonds de commerce. Disons les choses telles qu'elles sont. Il faut que tout le monde comprenne que ce pays-là nous appartient tous. Et quand je dis qu'il faut que ceux qui sont dehors la rentrent, un citoyen comme Blaise Compaoré qui a servi ce pays pendant 27 ans, il a certes fait des erreurs, mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas un Burkinabé? Si. Mais alors? Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient de vous. Et d'ailleurs, contribuer à le chasser. Non, il n'y a pas de souci. Si on regarde notre constitution, il y avait une loi qui amnistiait tout le monde, les chefs d'État, qui auraient posé des actes dans leur exercice. C'est la transition qui a supprimé ça. Donc, à partir de cette chose-là, à partir de cette situation-là, il n'y a pas de difficulté. Blaise n'était plus concerné par la période de la transition à maintenant. Moi, je dis, si le président Kaboré a la ferme volonté politique d'amener le Burkina à la réconciliation nationale, il en est capable. Le moyen qu'il a dans ses cordes, c'est convoquer en urgence le Forum national. Et le Forum national doit rassembler tout le monde, y compris ceux qui sont actuellement en exil dehors. Et le Forum doit être, je répète, il doit être sincère, inclusif, ouvert et inclusif. Personne mis de côté. Et tant qu'on ne s'asseyera pas ensemble pour regarder en face nos problèmes, on va passer toute l'éternité à parler de ces problèmes-là. Ce qui est clair, nous allons permettre à Juge Vaha de donner un mot par rapport justement à ce que notre convoqué du jour a donné comme argument pour défendre sa position sur la réconciliation nationale avant de mettre un point final à cette convocation. Oh oui, merci. Mais je dirais un peu la même chose. Lorsqu'on avait reçu M. Eman Yameogo sur ce plateau, parce que ils ont travaillé ensemble avec les propositions de la CODER et tout, c'est que c'est un sujet
qui importe au plus grand chef, c'est un sujet qui cristallise les attentions parce que les Burkinabés savent quelque chose. On a besoin de se réconcilier. Je pense que ce sur quoi on ne s'entend pas, c'est peut-être comment y parvenir. Et je pense que toutes les propositions sont bonnes à prendre. Et je crois aussi que c'est dans cette dynamique-là que le ministre d'État Zéphirine Diabré reçoit tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que la CODER qui a sa solution pour parvenir à cette réconciliation. Il y en a d'autres aussi qui ont fait des travaux. Il y en a d'autres qui ont cette façon de voir cette réconciliation-là. Et peut-être qu'après on verra le chemin qui nous sera vraiment proposé, parce que là-dessus, là où je le rejoins, c'est que quand vous voulez questionner le comment on y parvient, jusqu'à présent, même si on a un ministère d'État, on n'a pas encore une claire lecture. Et ça, c'est important que ce soit qu'on le sente venir. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai, on est dans des consultations, alors qu'il y avait même un délai qui avait été donné pour faire revenir certaines personnes. Donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je dis, il faut être prudent. C'est une question de réconciliation. Il ne s'agit pas d'aller vite. Et puis ce mot-là, ce vocable, au Burkina, ce n'est pas la première fois qu'on le met en avant pour des calculs politiques et politiciens. Suivez mon regard, même ceux qui sont de l'autre côté, qui attendent de rentrer, eux-mêmes ils étaient les artisans d'une réconciliation voulue avec des points de recommandation qui ont été donnés, desquels il n'a pas fait grand-chose. Donc, même le travail fait, terminé, c'est encore l'appréciation de la mise en pratique. Et donc je dis, il faut être prudent pour ne pas revenir avec ce qu'on a eu à faire en son temps, beaucoup d'argent, de bonnes propositions, et puis rien à la fin. Merci, Juge Va, pour ce verdict-là. Nous allons dire merci à Ablassé Ouedraogo. Je voudrais dire simplement un mot en complément. En quelques secondes, nous sommes à la fin de l'émission. J'apprécie beaucoup sa conclusion. Et je voudrais dire ici qu'il faut être prudent, mais il ne faut pas s'asseoir sur le dossier. Il faut se lever et prendre le dossier à bras le corps. Et la meilleure façon de commencer le processus, c'est de convoquer le forum national, inclusif, ouvert et sincère. Et ça, c'est le président du FASO qui doit démontrer sa volonté politique d'aller vers la réconciliation en convoquant donc ce forum. Merci. Ablassé Ouedraogo. Alors, Ablassé Ouedraogo, président du parti Le FASO Autrement. Je l'ai dit, vous êtes membre de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Avec cette convocation, nous avons pu avoir votre part de vérité sur la réconciliation nationale et en tout cas le mécanisme qu'il faut pour aller à cette réconciliation-là. Merci d'être venu. Merci aussi au juge VAR pour les clés de lecture. Nous allons nous donner rendez-vous demain pour une autre convocation avec le même exercice. Poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders Truth TV et Watt FM.